Dominique Libaud, bonjour, je suis heureux de vous accueillir dans les locaux de l'AGIRC et de l'ARCO. Vous êtes directeur de l'EN3S, mais j'allais dire, vous avez surtout été directeur de la sécurité sociale pendant de nombreuses années. Je me demandais d'ailleurs si vous n'étiez pas celui qui avait Si. Voilà. Si, parce que à l'entrée de la direction de la sécurité sociale, il y a les photos des différents directeurs avec leur date d'entrée et de sortie, et donc en termes de longévité, effectivement, j'ai exercé plus longtemps la fonction de directeur de la sécurité sociale. J'aimerais bien avoir votre vision sur la situation du système de retraite en France, dans ses différentes composantes, régime de base, bien sûr, régime complémentaire, et puis les évolutions possibles de ce système, selon vous. Mais d'abord, moi, ce qui me frappe, ce qui me semble important de dire, c'est que les Français ont fait beaucoup d'efforts pour réformer leur régime de retraite, et qu'on ne dit peut-être pas assez. On dit souvent la France ne sait pas se réformer. Je pense que ce qui s'est fait depuis 25 ans sur le système des retraites prouve le contraire en matière de retraite. Je rappelle que avant que commence la réforme des retraites, nous avions, c'est le premier constat du Conseil d'orientation des retraites qui le dit, on avait un système qui à l'horizon 2040 n'était pas financé à hauteur de 30% de ses besoins. Donc nous avions 30% de retraites non financées à l'horizon 2040. Au jour d'aujourd'hui, et bien sûr il faut être prudent parce que ça dépend des prévisions économiques, mais sur des prévisions économiques plutôt plus pessimistes que celles qui existaient en 2001, nous sommes sous des hypothèses de 1,5%, 2% du système non financé. Alors il faut être très prudent naturellement parce qu'on sait la sensibilité du système aux hypothèses économiques. Mais voilà, ça veut dire quand même qu'à hypothèse économique à peu près identique, on a fait énormément de choses. Donc ça, il faut vraiment le dire. Alors, et ça répond en partie à votre question, l'équilibre du système base complémentaire, eh bien, il fonctionne. Il fonctionne. Je renvoie aussi à l'interview que j'ai faite d'Antoine Durleman dans l'excellente revue Regard de l'EN3S, que je conseille la lecture à tout le monde. Mais sur cette articulation base et complémentaire de 2 étages, il notait qu'en matière de retraite, ça fonctionnait plutôt avec le rôle de l'État en tant que gardien de la solidarité nationale et souvent donnant les impulsions avec le rôle évidemment de la légitimité de la démocratie politique, mais aussi le rôle des partenaires sociaux prenant leurs responsabilités dans des régimes professionnels comme la démocratie sociale. Voilà. Voilà. Mais c'est un thème très intéressant et comme vous le savez, c'est aussi le thème du cycle actuel de l'Institut des hautes études de protection sociale, l'articulation base complémentaire, parce que si globalement ça fonctionne, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas à nouveau faire des progrès. Et je salue aussi tout le travail qui est fait en collaboration entre ces régimes, notamment l'institution du GIP Union Retraite, parce que on sait bien que aussi un des changements radicaux dans l'appréhension du système de retraite, dans le regard de la retraite par rapport aux Français, c'est le fait d'offrir un service commun. Un service commun tant en amont dans l'anticipation de la retraite future qu'au moment de la liquidation. Et ça, moi je salue l'engagement des différents régimes, et notamment de l'AGIRC-ARCO, pour ce service commun. C'est effectivement pour nous vraiment quelque chose d'absolument prioritaire. Alors si on essaie de regarder un petit peu l'avenir, on parle de réformes paramétriques, de réformes systémiques, on parle de repousser l'âge. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le sujet des évolutions possibles? D'abord, moi je pense qu'il faut toujours partir du diagnostic. Est-ce que ce qu'on a fait jusqu'à présent a marché, où on en est, et est-ce qu'il y a besoin ou non d'une réforme radicale, et pourquoi ce que je viens de dire sur la soutenabilité financière m'amène à penser plutôt que
il n'y a pas de raison absolument majeure pour des raisons de soutenabilité financière de révolutionner le système, que nous avons fait sans doute le plus gros du chemin et que même s'il faut être très attentif au pilotage du système, notamment j'ai évoqué le fait qu'il est extrêmement sensible aux hypothèses économiques et qu'on sait tous l'incertitude sur la croissance pour les années et les décennies à venir, donc il faut se garder de dire c'est fini, on a terminé le cycle des réformes, c'est terminé, je pense que ça serait très dangereux, mais pour autant on est dans une voie de soutenabilité à moyen et long terme qui me semble plutôt bonne. Alors ensuite, il y a d'autres raisons quand on est réformé que la soutenabilité, et notamment toutes les questions relatives à l'équité. Pour autant, moi personnellement, je suis très sceptique sur une réforme systémique. Je crois que l'ardoise magique, ça n'existe pas dans l'histoire sociale, dans aucun pays. Et que c'est très compliqué de dire on efface tout, on recommence et on peut concevoir quelque chose de totalement différent. Je crois qu'on constate que dans la plupart des pays, ils font avec ce qu'ils ont et qu'il n'y a pas de système idéal. Donc à chacun d'améliorer son système avec ses forces, ses faiblesses, en regardant ce qui se passe ailleurs. Mais gardons-nous de la réforme miracle qui, à mon sens, n'existe pas. Merci pour cette clarification. Est-ce que je peux faire une petite incursion dans un domaine qui vous est cher, et qui nous est cher également, avec les groupes de protection sociale, dans le domaine de la maladie, puisque c'est un domaine dans lequel règne une certaine confusion actuellement sur l'articulation du rôle entre régime de base, régime complémentaire, sur certaines plateformes électorales, sur petit risque, grand risque. Il y a également la clause de désignation sur laquelle vous avez fait un rapport extrêmement important, sur lequel j'aurais aimé vous interroger. Est-ce qu'on peut faire cette petite incursion dans ce domaine de la maladie qui, encore une fois, intéresse, et de la prévoyance, qui intéresse les groupes de protection sociale qui, comme vous le savez, ont des activités diverses? Je crois que personne ne remet en cause en réalité le rôle absolument fondamental de l'assurance maladie de base pour l'exercice de la solidarité nationale dans le domaine de la santé et de l'assurance maladie. Le domaine de la santé est encore plus dans une société où les maladies chroniques deviennent de plus en plus nombreuses, appelle, à mon sens, une solidarité nationale qui ne peut être exercée que par un système de sécurité sociale qui s'est, comme on le dit, un peu encore plus universalisé récemment avec la réforme, par exemple, de la PUMA. Donc, je crois que c'est vraiment le socle absolument fondamental et qui doit être préservé, qui doit être sauvegardé. Alors ensuite, notre système fonctionne avec des complémentaires. Certains analystes s'interrogent. Moi, je pense que ça fait partie des débats. Bon, voilà, aussi, tout le monde peut faire des propositions. Moi, quand j'étais directeur de la sécurité sociale, mon rôle était de travailler à partir d'un paysage donné et de voir comment on articule au mieux base et complémentaire. Et notamment, ça pousse à des réformes que certains discutent, comme les contrats responsables, mais moi que je pense une bonne réforme. Et ce qu'a montré aussi, enfin ce que j'essayais de montrer dans mon rapport, c'est qu'il y a un enjeu qui reste fort, et qui n'est pas si simple que ça, c'est comment faire fonctionner la solidarité dans un système en concurrence, où il y a une... Voilà, c'est plus compliqué, du fait des règles mêmes, de la concurrence, de faire fonctionner la solidarité, et que ça ne passe par des systèmes comme les contrats responsables, avec un certain nombre de cadres que donne l'État pour bénéficier du statut social et fiscal. Et bien sûr, il faudra regarder de près ce que ça donne, et notamment avec les évolutions des contrats responsables, ça n'a pas de soi, mais je pense que c'est un cadre qui est plutôt amené à durer. Et pour faire un petit mot, pour dire un mot sur les clauses de désignation, est-ce que, comment interprétez-vous la
dernière décision du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel est très attentif au cavalier, et on ne peut l'interpréter que comme ça, c'est ça sa décision, et il avait tout à fait raison, évidemment. Donc plus un élément de forme que de fond. Il n'est pas du tout jugé sur le fond, il a jugé effectivement qu'une telle disposition n'avait pas sa place en loi de financement de la sécurité sociale. Donc le dossier n'est pas surpris. Le dossier sur le fond n'a pas été tranché par le Conseil constitutionnel, mais il a été tranché sur, enfin je crois, hein, franchement, très honnêtement, sur la santé. Je crois qu'il est très très difficile de revenir, voilà, quel que soit ce que pensent les uns les autres sur le sujet de la santé. Ce que j'ai dit dans mon rapport, c'est qu'il y a un sujet, à mon sens, différent sur la faïence qui est un risque lourd, et avec un bénéfice-risque, si j'ose dire, de la mutualisation au niveau d'une branche en termes de solidarité qui me semble très nettement différent de celui de la santé. Et donc je pense que à certaines conditions, et en tenant compte bien sûr des décisions précédentes du Conseil constitutionnel, il y a peut-être un chemin pour essayer de travailler sur ce sujet de solidarité dans la prévoyance. Voilà, et je pense effectivement qu'il faut continuer à regarder ce sujet de près. Alors, je voudrais parler d'un sujet, je crois, qui vous est cher. C'est l'IHEPS, qui est un institut de hautes études de la protection sociale que vous avez porté, un peu à l'image de l'IHEDN, hein, en matière de défense nationale, pour inciter les gens qui ne sont pas les gens du sérail à aller se former sur la protection sociale, sur les lourds enjeux de la protection sociale, sur ces questions extrêmement importantes. Et donc l'école existe depuis maintenant un certain nombre d'années, j'ai plus la date de création en tête. Est-ce que vous souhaitez en faire un bilan de ce pôle d'excellence, j'allais dire, de la protection sociale à l'égard de la société civile? C'est surtout un lieu d'échange qui me semble utile entre non spécialistes de la protection sociale et aussi experts de la protection sociale. Mais d'abord, plus globalement, moi je crois qu'effectivement on a besoin de pédagogie, d'expertise, de recherche, voilà, sur la protection sociale. La protection sociale, c'est aujourd'hui un tiers de la richesse nationale, c'est considérable, et je ne suis pas sûr qu'on lui donne à la fois la pédagogie nécessaire. Je travaille aussi beaucoup sur la pédagogie vis-à-vis des jeunes, qui me semble extrêmement importante, mais aussi sur la façon de mettre à disposition de nos concitoyens des informations adéquates pour qu'ils puissent s'en saisir, et c'est aussi un des rôles des hauts conseils par exemple, et l'IHEPS fait partie de cette stratégie de sortir la protection sociale des seuls experts. Les experts sont importants, c'est pas moi qui dirais le contraire, mais je pense que la protection sociale, elle doit donner lieu à un dialogue approfondi avec l'ensemble des acteurs de la société, et notamment avec des gens qui exercent des responsabilités dans le public, dans le privé, et qui deviennent auditeurs pendant une année d'un cycle protection sociale, et qui peuvent dialoguer avec eux, dialoguer avec des hauts fonctionnaires, avec des experts, avec des universitaires, avec des partenaires sociaux qui viennent parler avec eux de différents sujets. Et je pense que c'est utile, bien, et donc voilà, ça va continuer. Et s'il y a des personnes intéressées par l'IHEPS, qu'ils n'hésitent pas à aller voir le site et à manifester leur intérêt. Je souhaite vraiment que cette vidéo puisse inciter les gens à... Oui, venir en masse. Voilà. Même si on recrute, évidemment, qu'ensuite il y a une sélection, parce que pour que justement on puisse y avoir des échanges, on souhaite limiter les promotions à une quarantaine de personnes par année. Hein. Mais voilà, néanmoins, effectivement, j'incite beaucoup à postuler à l'IHEPS, et les évaluations et les taux de satisfaction des auditeurs sont excellents. Avec des provenances les plus diverses. Est-ce que dans cet échange, j'ai oublié quelque chose? On pourrait continuer très longtemps sur la protection sociale, mais je pense qu'on a déjà dit beaucoup de choses. Ben, merci beaucoup. Merci.